Bon, par où commencer? Déjà avec DNSR, ça fait un moment qu'on l'utilise. Robin fait son étalo, on échange, on argumente, il veut ça, moi je veux ça. Il veut du bleu, moi je veux du orange, classique quoi. Par contre, on met un petit coup de DNSR par-dessus et tout le monde est content. Mais maintenant, DNSR me recontacte et veulent mon avis sur le plugin. En réalité, j'y avais pas trop pensé. Mais c'est vrai qu'en étant en agence, on a plusieurs postes, plusieurs types de projets et ça peut être assez utile. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. En réalité, c'est un moyen ultra cool quand on est en agence de proposer un look facilement aux clients qui n'ont pas forcément le budget pour une session d'étalonnage. En plus de ça, j'arrive à des résultats assez cool et surtout facilement. Un truc qui est cool aussi, c'est qu'avec une session, j'ai droit à 2 postes. Ce qui veut dire qu'ici, à l'agence par exemple, quelqu'un d'autre peut en profiter. Typiquement Emilien, je peux lui passer mon disque dur, il peut bosser sur le son tout en gardant l'étalonnage que j'ai déjà travaillé. En tant que chef opérateur, on travaille énormément de choses en amont des projets. Que ce soit la direction artistique, les intentions de cadrage, les intentions de lumière, mais aussi les intentions de look. Et monitorer son image avec le rendu le plus proche du livrable permet vraiment de gérer son image. On va gérer les intensités de lumière, les contrastes, les saturations. C'est ultra important pour construire une belle image. Et ici, DNSR facilite bien la chose. En un clic, boum, c'est fait. Et une fois le lutte exporté, j'ai qu'à le charger dans les caméras avant le shoot. Alors maintenant, on va passer sur la partie première pro. Je vais vous montrer comment j'utilise DNSR, ce que je vais utiliser, ce que je vais pas utiliser, et du coup ce que j'aime et ce que j'aime pas. En gros, comment ça se passe? C'est que d'abord, je fais une conversion colorimétrique, c'est-à-dire que je vais passer du log vers le Rec 709. Ensuite, je fais une correction de base, c'est-à-dire expo, saturation et contraste. Et après, par-dessus, du coup, ces 2 calques, je viens créer un nouveau calque d'effet que vous voyez juste là, sur lequel je viens intégrer DNSR. Pour intégrer DNSR, en effet, j'ai déjà ici, vous tapez juste DNSR dans la barre de recherche effet, on vient le drag and drop et hop, on le met là-dedans. Là, ce qui se passe, et c'est la première chose d'ailleurs que j'aime pas trop avec ce plugin, c'est que directement, il nous met un look. Du coup, si vous l'aimez, c'est cool, mais si vous l'aimez pas, ça veut dire qu'il faut aller dans les menus et après désactiver et remettre le look que vous aimez. Les menus, la manière dont ils sont organisés, c'est de manière logique, c'est-à-dire qu'en premier, on a l'input, on lui dit en gros quel est le type de fichier qu'on lui envoie. Donc là, si j'ouvre à l'intérieur, moi j'ai la source en Rec 709, ce qui est juste, parce que vu que je travaille au-dessus d'un rush qui est déjà converti, c'est très bien, je l'ai déjà en Rec 709. Ensuite, on a la partie du négatif, c'est-à-dire le film, soi-disant la pellicule avec laquelle ça a été shooté. Et ça, c'est la partie la plus intéressante, je pense, pour DNSR, parce qu'on a un paquet d'émulation de film à l'intérieur. Typiquement, pour le film que vous venez de voir juste avant, j'ai utilisé du coup le Fuji Color Pro 400H, qui est juste là. Entre le film, c'est-à-dire le négatif, soi-disant la pellicule avec laquelle on a shooté, et le print qui est censé représenter le positif, la pellicule qui va servir à la diffusion, on a le développement, la compression et l'expand. Grosso modo, ces 3 parties-là vont servir à régler les différents problèmes d'expo, le point blanc et le point noir. Donc là, si on va à l'intérieur, si je clique sur Enable, là d'ailleurs, j'ai choisi une scène où il y a un petit peu de tout. Il y a des carnations, il y a des hautes lumières, il y a des basses lumières, il y a un petit peu de tout là-dedans. Au moins, on peut un peu s'en rendre compte. Et du coup, voilà, là, j'ai contrast boost. Par définition, dès que je vais le pousser, vous voyez que directement, je renvoie pas mal de contraste. Ces différents paramètres-là, personnellement, je les utilise pas parce que j'aime bien, en fait, déjà travailler tout ce qui est la partie contraste en amont. Je viens faire différents petits ajustements s'il y a besoin, mais je préfère le faire plan par plan. L'autre chose, du coup, qui arrive, c'est le print. Là, on a le fameux Kodak 2383 qui est très connu. On a le Fujifilm 3513 justement juste au-dessus qui est aussi assez connu. Il pourrait y en avoir d'autres. Moi, j'en connais pas 36. Donc voilà. En tout cas, ces 2-là, je les connais et c'est cool qu'ils soient là-dedans. Et il y en a d'autres. Je vous avoue que je les connais pas. Donc moi, celui que j'ai utilisé juste avant, c'est le Kodak 2383.
qui nous aide bien. D'ailleurs là j'ai choisi une scène où on a un petit peu de tout, on a des basses lumières avec le téléphone, on a des hautes lumières derrière, on a des carnations avec ma peau, donc c'est assez cool de voir le rendu sur ce plan là. Ensuite on a Color Head, je vous avoue que celui-là je sais pas exactement ce que c'est, je l'utilise pas du tout. Ensuite quand on pense en effet émulation de film, on pense automatiquement au grain et à l'halation. Là c'est rien de plus simple avec DNSer, on a juste en un clic. Boum, on vient choisir, alors là, Enable, on vient choisir le type de grain. Donc là, si je mets du 8 mm à ISO 500 par exemple, on voit qu'on a du gros grain. Là, pour le film juste avant, j'ai utilisé un truc assez léger, un 65 mm ISO 50, tout léger, et c'est très bien. L'halation, pareil, c'est un des gros trucs qui est cherché quand on vient simuler un petit peu un effet de film. Là on peut le choisir et ce qui est cool c'est qu'on a un mode masque du coup qui permet de voir. Donc là si je me mets sur du 8 mm en no ramjet enable, on voit directement en fait tout ce qui est impacté à l'image par l'halation. J'enlève le mode masque et là bon, voilà, on a le avant après, c'est assez cochon mais on peut aller jusque là. Moi je l'ai fait tout léger pareil en 35 mm Super 35, c'est déjà très bien. Ensuite, on a la partie Bloom. Ça vient simuler un filtre de diffusion. Moi, je préfère largement le faire en caméra avec un vrai filtre. Donc, du coup, ça, je l'utilise pas du tout. On a le Film Damage qui vient en gros reprendre tout ce qui est les poussières et les rayures qu'on peut avoir sur une pellicule. Ça, je l'utilise assez peu, mais on peut aller assez loin. Là, si je vous mets du 8 mm, Mais c'est vrai qu'en étant en agence, on a plusieurs postes. Bon, je suis vraiment pas fan de ce truc-là, donc ça, je l'utilise pas. Ensuite, on a le Film Breath qui est en gros une simulation de variation d'intensité et de léger shift de color dans la pellicule quand ça bouge. Ça, je trouve ça assez cool et assez bien fait, donc du coup, là, je l'ai utilisé. C'est un petit effet supplémentaire et je trouve que c'est vraiment cool. Après, on a le Get Waves, c'est un petit effet de pompage du coup qu'on a avec la pellicule. Ça, je l'utilise pas non plus, je suis pas super fan. On a le Overscan. Alors ça, c'est assez cool parce que ça permet de facilement venir simuler en fait les mécaniques de la pellicule, ce qui permet d'entraîner la pellicule du coup dans soit la projection, soit la captation. Et donc du coup là on a différents types de overscan, gate type, le gate shape, bref vous avez différents trucs. Moi c'est pareil, ça j'utilise assez peu. Ensuite j'ai la partie vignette. Là ici en effet si je mets enable, du coup on voit l'effet vignettage qui apparaît dessus. Moi je préfère en effet traiter mon vignettage ou en tout cas mes petits focus de lumière en amont. Mais voilà, il est présent, c'est cool. Et ensuite, on a un truc monitoring, du coup ça je l'ai montré juste avant. On peut faire apparaître les false colors. Alors je comprends pas trop, mais en gros là à l'image ils ont mis le 0 en rouge et le 100 en violet, alors que c'est l'inverse. Et c'est l'inverse d'ailleurs qui se passe là-dedans. Mais c'est assez bien fait parce que vu que DNSer et les différents menus déroulants fonctionnent dans l'ordre, c'est-à-dire que d'abord on a l'input, puis le négatif, puis le positif, puis les différents effets, etc. À la fin, tout en bas, c'est assez logique du coup d'avoir ce truc-là de monitoring. Ça permet de voir du coup ce qui est cramé, ce qui est bouché, et du coup de faire les petits ajustements là-dedans. Ça, je trouve ça assez sympa qu'il l'ait mis là-dedans. Ensuite, on a l'output. Ça, je n'utilise pas. Je ne sais pas ce que c'est. Le LUT Generator, ça je vous en ai parlé justement dans la vidéo juste avant. On peut choisir du coup la qualité du LUT, faire exporter LUT et hop, c'est fait. En 2.2, c'est très rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis assez amusé justement à faire cette première partie intro et justement tester DNSer vraiment à fond là-dedans. Si DNSer vous intéresse, on est en partenariat avec eux, du coup vous pouvez utiliser le code UNEVI chez DNSer. Vous aurez un petit bon de réduction là-dedans. Et puis voilà, on se voit à la prochaine. Salut!